Alors, merci de vous connecter à ce nouveau webinaire NOA. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que nous traitons régulièrement. On essaie de le traiter au moins une fois par an, puisqu'effectivement, l'accessibilité numérique, c'est un sujet important, mais un sujet sur lequel la réglementation évolue régulièrement. Il y a des nouveaux outils, des nouveaux usages. Donc, c'est intéressant de se réunir pour réfléchir ensemble à la façon d'améliorer l'inclusion et de faire en sorte que nos formations, nos supports, nos ressources soient accessibles au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet en trois parties. Premièrement, nous ferons un petit balayage, un petit point d'actualité avec Audrey qui est associée au cabinet Access 42. Ensuite, on va avoir deux retours d'expérience, deux retours terrain. Tout d'abord, le premier avec Catherine qui est dirigeante de 3E Innovation qui nous parlera de choses vraiment pratico-pratiques que tout le monde peut mettre en place facilement, mais je laisserai présenter tout ça. Et ensuite, on aura donc Alan, qui est responsable de projet chez Online Format Pro, qui nous présentera tout ce qu'ils font pour leurs clients pour améliorer l'accessibilité de, dans diverses sociétés. Voilà. Donc voilà, sans plus attendre, ben, on va pouvoir commencer. On va passer à la slide suivante. Voilà, vous avez les photos et les noms. Et je laisserai chacune et chacun se présenter. Euh, Donc on va commencer par Audrey. Vas-y, je te laisse la main. Ça marche. Bonjour, donc oui, Audrey pour Access 42. On est un cabinet spécialisé en accessibilité numérique. Notre cœur de métier, c'est de faire des audits, hein, d'évaluation des sites web et des applications mobiles au regard des réglementations d'accessibilité numérique et on fait de la formation, etc. Donc l'accessibilité numérique, c'est quoi rapidement, hein, ça consiste à s'assurer que les interfaces numériques, donc on va parler de sites web, d'applications métiers, d'applications mobiles, mais on parle aussi des bornes numériques, hein, les bornes interactives, s'assurer elles puissent être consultées et utilisées par les personnes en situation de handicap. Personnes aveugles, malvoyantes, personnes sourdes, personnes avec un handicap cognitif, avec un handicap moteur, trouble de la motricité, et que ces interfaces, elles puissent être consultées également grâce à des outils, hein, ce qu'on appelle des technologies d'assistance, par exemple un lecteur d'écran, comme l'utilisent les personnes aveugles, ou d'autres périphériques de manipulation, comme l'utilisent certaines personnes avec un handicap moteur, hein. On a des personnes qui n'utilisent par exemple pas la souris, qui vont utiliser des joysticks, par exemple pour naviguer. Donc l'accessibilité numérique, c'est tout ça, c'est garantir que techniquement, tout ça, c'est construit pour que ça fonctionne même avec des outils différents d'un clavier et d'une souris. Comment on fait de l'accessibilité numérique? Eh ben, on a des choses merveilleuses qui sont des normes et des référentiels. On a une norme qui est très connue dans le domaine, qui est la norme WCAG, WCAG, qui est une norme internationale des règles d'accessibilité numérique pour les contenus du web. Cette norme, elle est dans sa version 2.2 actuellement et elle définit tout un tas de critères qu'il faut respecter pour s'assurer que ça marche, quelles que soient les conditions de navigation des personnes. En France, on a un référentiel qui est propre à la France qui s'appelle le RG2A pour référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Aujourd'hui, il est dans sa version 4 et il est en cours de refonte, hein. Il y a des travaux, des discussions en cours d'ailleurs. Ce RG2A, en fait, il reprend ce que raconte WCAG, hein. C'est juste qu'il y a une espèce de transformation opérationnelle, hein. C'est avec des critères un peu plus techniques pour permettre une mise en application plus simple pour les développeurs et les gens qui auditent. Mais c'est grosso modo le même contenu entre WCAG et RG2A. Et puis on a aussi une directive européenne qui nous impose une norme européenne d'accessibilité numérique, qui est la norme EN 301-549. Cette norme européenne, elle a le grand intérêt en fait d'inclure les besoins en accessibilité numérique sur le web, qui sont déjà présentes dans les WCAG. Il faut voir la norme européenne comme quelque chose qui englobe déjà tout le reste. Et en plus, elle offre des critères qui permettent de prendre en charge d'autres contextes de consultation, les applications mobiles, le mobilier urbain. On va parler aussi des systèmes de visioconférence, etc. à l'intérieur. Donc c'est une norme qui est du coup un peu plus globale et c'est celle qui s'applique maintenant en France et en Europe qui ont concerné, parce qu'on a une obligation
réglementaire en France. Déjà depuis 2005, on a une obligation pour tout le secteur public dont les administrations, les collectivités territoriales, etc., les universités, tous les organismes d'intérêt général, autres qu'industriels ou commercial, par exemple les offices du tourisme, et puis les entités délégataires d'une mission de service public comme les transports en commun ou les services de gestion de l'eau et de l'énergie. Donc toutes ces entités-là sont déjà soumises à l'obligation d'accessibilité numérique depuis 2005. En 2019, il y a eu un décret qui est venu faire entrer dans le champ d'application les sociétés privées qui ont un chiffre d'affaires en France égal ou supérieur à 250 millions d'euros par an. Voilà. Donc ça a fait rentrer une partie du privé dans l'obligation d'accessibilité numérique. Et à partir du 28 juin 2025, donc dans presque juste un mois, il y a encore une extension de ce champ d'application. Ça nous arrive de par une directive européenne dont vous entendrez parler sous le nom de biens et services ou produits et services, la directive produits et services. Cette directive qui a commencé à être transposée dans le droit français depuis 2023. Et cette transposition, elle dit que à partir du 28 juin 2025, un certain nombre de services doivent être conformes aux règles d'accessibilité numérique. Et dedans, on peut trouver les services de commerce électronique, les services de transport de passagers, donc tout ce qui est site web, applications qui sont en lien avec les services de transport de passagers ou qui font du commerce électronique doivent être conformes, les services bancaires et le livre numérique. Il y en a d'autres encore, mais ça ne va pas nous intéresser ici, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des exemptions pour les sociétés de services de moins de 10 salariés ou de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'il faut cumuler les deux critères? Je ne suis pas sûre, donc je ne m'avance pas, je laisse les deux. Je mets le ou le et. J'attendrai une lecture, une affirmation plus claire des autorités de contrôle là-dessus. Donc voilà, tout ça, ça va venir étendre le champ de l'obligation d'accessibilité numérique. Donc c'est quoi l'obligation d'accessibilité numérique? La première chose, c'est de rendre ces services conformes aux règles d'accessibilité numérique. Voilà, c'est tout pour toutes les entités et tous les services qu'on vient de citer, c'est être conforme aux règles. Donc on a une norme, il faut que le service y réponde des normes, des critères qui sont décrits dans ces normes-là. Et en plus, selon les entités et selon les lois, il n'y a pas les mêmes obligations. Par exemple, pour tout le service public et les sociétés privées de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, on a des obligations déclaratives qui sont assez claires, puisqu'on les connaît depuis 2019. C'est publier une déclaration d'accessibilité. Donc sur son site web, on va avoir une page web qui dit, voilà, mon site web, il est conforme ou pas conforme au référentiel ou à la norme européenne, en expliquant quels sont les problèmes s'il y en a. Publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Donc, c'est démontrer comment, sur les 3 prochaines années, l'entité va se mettre en œuvre pour rendre son système d'information accessible. Quels moyens, quel budget, quelle formation, etc., etc. Et puis fournir un canal de signalement aux usagers. Donc toutes les déclarations d'accessibilité doivent être accompagnées d'un moyen de contact accessible aux personnes handicapées pour qu'elles puissent signaler les problèmes qu'elles rencontreraient et pour que l'entité puisse lui porter assistance dans un délai raisonnable. Et pour les organismes qui entrent dans le champ d'application du 28 juin 2025, il y a aussi des déclarations qui sont attendues. Il est par exemple décrit dans l'arrêté qu'on attend des entités qui sont soumises à l'obligation du 28 juin 2025 de se signaler en cas de défaut d'accessibilité auprès des autorités compétentes. On va les citer après, les autorités compétentes. Sauf que, a priori, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on doit se signaler. Donc, on attend des détails là-dessus. Et publier une documentation du service ou du produit qui est vendu dans un format accessible. Ça rejoint un peu la déclaration d'accessibilité dont on parlait au-dessus, tout en rajoutant aussi des explications sur comment fonctionne le service ou le produit. On a des autorités de contrôle. Il y en a une qui est désignée depuis 2023, qui est l'ARCOM, qui, elle, vient contrôler tout ce qui est de la loi de 2005, donc tout ce qui est service public.
Et elle vient contrôler les obligations de publication. Est-ce que l'entité a publié sa déclaration d'accessibilité? Et elle vient contrôler également la conformité à la norme des sites web. Et l'ARCOM a la possibilité d'émettre des sanctions financières jusqu'à 25 000 euros pour un défaut de publication et 50 000 euros pour un défaut de conformité à la norme. Elle contrôle aussi le livre numérique et elle contrôle les obligations de publication du secteur privé. Voilà. Euh, et on a du coup la DGCCRF qui rentre en jeu aussi, elle qui va contrôler tous les aspects de commerce électronique. Elle va permettre un signalement des consommateurs via le canal Signal Conso, qui est déjà utilisé par la répression des fraudes pour recevoir les signalements des consommateurs. Il y a des sanctions financières qui sont prévues en cas de manquement, évidemment. Par contre, toujours pareil, sur les modalités déclaratives ou les potentiels délais qu'il pourrait y avoir, on n'a pas trop d'informations. En tout cas, c'est pas hyper clair dans les textes. Donc, on attend un peu d'autres choses de la part des autorités de contrôle là-dessus pour guider un peu plus le travail, notamment la déclaration d'un défaut d'accessibilité. On ne sait pas trop comment le faire aujourd'hui. Il y a aussi en autre autorité, il y a l'autorité des marchés financiers et Banque de France qui, par ailleurs, viendrait contrôler tout ce qui a trait au secteur bancaire. Voilà. Et puis il y a encore d'autres choses, mais ça nous intéresse pas encore, ça nous intéresse pas dans le détail ici. Voilà, c'est ça qui nous intéresse surtout. Et la formation, donc, dans tout ça, la formation professionnelle en tant que telle, elle n'est pas concernée en tant que service par la mise à jour du 28 juin 2025. Vous êtes concerné si vous êtes une entité publique, ça, pour le coup, université, ça, vous êtes concerné. Vous êtes concerné si vous êtes une société qui fait plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en France par an, voilà. Et si vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes concerné si vous êtes un organisme de formation qui gérait, par exemple, de la vente en ligne, parce que vous allez relever des services de commerce électronique tels que le prévoit cette mise à jour réglementaire. Donc, si vous faites des modules, des ventes de modules e-learning en ligne, avec une souscription en ligne, signature de contrat, paiement en ligne, des tunnels de paiement en ligne aussi, parce que vous pouvez aussi faire souscrire vos stagiaires en ligne en leur faisant signer des contrats en ligne, même pour des formations en présentiel. Mais tout ça, a priori, ça rentre dans l'objet de la directive européenne. L'arrêté de 2023 qui transpose cette directive européenne, elle vient un peu définir le périmètre de ce qu'elle entend par commerce électronique et elle définit notamment les fonctions relatives à l'identification. Donc, a priori, s'il y a un système de connexion avec login, mot de passe pour aller signer ou pour aller payer un contrat, il faut que ce soit rendu accessible. À la sécurité, pareil, si j'ai un système pour signer mon contrat en ligne, il faut que ce soit rendu accessible et au paiement. Donc là, c'est vraiment sur l'aspect contractualisation, a priori, vraiment commerce électronique. Dans les textes, il n'y a rien qui est dit sur le reste. C'est-à-dire, est-ce que les pages d'information des services qu'on vend peuvent être accessibles? Est-ce que le service vendu qui serait utilisable en ligne doit-il être accessible? On attend, c'est pas forcément très clair dans le texte et on attend encore une fois une position de la part des entités de contrôle sur ces sujets-là. Voilà, on attend des précisions. J'ai fini. Comment faire? Eh ben, il faut bien choisir ses outils, ça c'est toujours pareil. Tous les ans, presque tous les ans, avec Ainoa, on fait le guide comment choisir son LMS et on a un petit critère sur l'accessibilité des outils. Donc je vous renvoie à cette publication sur l'accessibilité des LMS. De manière plus globale, la réalité, c'est que vous faites aussi rarement développer vos outils. Par exemple, un tunnel de paiement, il y a fort à parier que c'est pas vous qui allez le développer. Vous-même, vous allez vous reposer sur des prestataires qui vont vous fournir des outils. Donc c'est pas vous qui avez la main sur le développement. Il faut savoir que malgré tout, au regard de la loi, vous êtes responsable des choix que vous faites et des outils que vous décidez d'utiliser. Donc avant de souscrire à une solution, il est important de se documenter et toujours d'aller réclamer des informations auprès du service commercial, par exemple de leur dire, ben voilà, moi j'aimerais avoir soit une déclaration d'accessibilité de l'outil, soit une preuve que vous faites des améliorations au regard de l'accessibilité, etc. Et pour les prestataires avec lesquels vous êtes déjà en contrat, il est important d'aller les informer de vos obligations.
Voilà. Leur dire, moi, à partir du 28 juin, j'ai ça comme obligation. Comment on fait? Voilà, mon service, mon système de vente en ligne, il doit être conforme aux règles d'accessibilité. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Il est important que vous ayez cette démarche d'information auprès de vos prestataires qui, eux, par ailleurs, pourraient ne pas être directement soumis à l'obligation d'accessibilité numérique. C'est un peu toute la complexité. Vous pouvez également, vous devriez également penser à introduire des exigences d'accessibilité fortes dans tout ce qui est contrat à l'avenir. Donc, dans les clauses contractuelles, dès que vous contractez avec un prestataire, ça doit être une question qui doit être cadrée. Il faut vous garantir qu'à la fin, ce qui vous est livré, c'est conforme à vos obligations d'accessibilité numérique. Et ça devrait être aussi des choix des critères de choix dans des appels d'offres, hein, si vous en rédigez. Vraiment des critères de sélection et aussi des critères qui conditionnent toute la réalisation des travaux avec des obligations de résultat à la fin. Il faut que le service livré soit conforme aux obligations d'accessibilité numérique. J'ai mis des petites ressources pour aller plus loin en dessous. Et j'ai fini avec le petit tour réglementaire. Merci Audrey. On va peut-être prendre une ou deux questions avant de passer à Catherine. Du coup, j'en ai noté plusieurs. Enfin, il y en a pas mal dans le chat, mais peut-être du coup une à la volée. Là, en fait, les sanctions. Enfin, il y a la question des audits, des feuilles de route, etc. Mettons que je sois un petit OF qui soit pas parfaitement conforme. Comment va s'appliquer la sanction si jamais j'en ai une? C'est une amende en une seule fois? C'est annuel? Comment ça se passe concrètement? T'as coupé ton micro. Concrètement, pour l'instant, si vous êtes un OF et du coup vous relevez du privé, ça va être du coup la DGCCRF qui va arriver. Il n'y a pas grand-chose qui est publié côté DGCCRF sur la doctrine un peu des contrôles, comment ça va procéder. En tout cas, les amendes peuvent être répétées, peuvent être prononcées par la DGCCRF et pourraient être répétées en cas d'inaction côté de l'entité qui aurait été pénalisée, hein, s'il n'y a pas de mise en œuvre, de preuve de bonne foi sur la tentative de réparation des défauts qui auraient été constatés, les amendes peuvent être répétées. Est-ce que l'amende arrive de plein fouet un matin dans votre boîte aux lettres? Si c'est ça la question, ça j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, on sait pas comment on va s'y prendre la DGCCRF pour réaliser ces contrôles. Si je prends l'ARCOM, l'ARCOM qui contrôle le privé, elle a publié sa doctrine hein, sur son site, donc c'est assez clair. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait d'abord un premier signalement aux entités en disant on a constaté que vous n'étiez pas conforme. Donc il n'y a pas de sanctions financières qui sont proclamées, pardon, mais on les enjoint à se mettre en conformité. Et l'ARCOM va revenir contrôler après. Donc il y a d'abord une mise en garde, une mise en demeure sur le fait que voilà, ça va pas, il faut faire quelque chose. Donc je pense, enfin, après je sais pas comment va s'organiser la DGCCRF là-dessus sur le côté du commerce électronique. Pour l'instant, on n'a que l'arrêté qui reste très vague, mais on n'a pas les aspects très techniques de la mise en œuvre de ça côté répression des fraudes. Je peux pas vous en dire plus. Merci. On voit que, comme souvent, en fait, les lois arrivent, mais après, il y a la mise en pratique. C'est Peut-être ça. une seconde question. Il y a plusieurs questions sur, finalement, en fonction de mes financements, publics ou pas publics, de mes typologies de clients, comment dire, est-ce que c'est entreprise ou c'est du particulier, etc. Tout ce que tu viens de présenter, est-ce que ça s'applique de façon uniforme, finalement, quels que soient les financements et les études publiques, ou est-ce que finalement, il y a des variantes Ouais, alors sur commerce électronique, si on lit l'arrêté, c'est bien le commerce à destination des consommateurs. Donc si vous vendez exclusivement à destination des sociétés, il y a a priori, là, ça ne s'appliquerait pas. C'est que, voilà, parce qu'on parle de consommateurs dans la loi. Voilà, si la vente aux consommateurs ne respecte pas les règles d'accessibilité numérique. Donc voilà, c'est ce que dit la loi. Donc si c'était ça la question, après, voilà, c'est tout. Donc après, si vous vendez à du public, il y a d'autres questions à se poser. Là, c'est difficile d'avoir une réponse générique. Voilà. La seule que je peux donner, c'est sur ça, le côté consommateur, répression des fraudes, parce que c'est le rôle de la répression des fraudes d'ailleurs.
Mais sur le reste, il faut avoir le détail du contexte pour pouvoir dire oui ou non. Ça s'applique ou pas. Voilà. Alors, une dernière avant de passer à Catherine, du coup, il y a pas mal aussi de questions autour des plateformes, des contenus, etc. Du coup, on est bien d'accord que ça ne concerne pas que la plateforme LMS, bien entendu, où finalement les clients diraient, bah, j'achète une plateforme, elle est conforme, c'est le problème de mon prestat. Il y a aussi tous les contenus qu'on va mettre dedans. Donc, en fait, Oui, euh, et encore une fois, ça dépend en fait c'est ça la complexité aujourd'hui de notre loi sur l'accessibilité numérique, c'est que ça va dépendre de la loi à laquelle vous dépendez. Parce que par exemple, si vous faites juste de la formation en ligne et que vous n'entrez ni dans le cadre de la loi de 2005 parce que vous n'êtes pas du public, ni dans le décret de 2019 parce que vous n'êtes pas une société de plus de 250 millions d'euros, mais vous faites que de la formation professionnelle et que vous avez un tunnel de paiement, si on lit le décret, on nous parle que de mettre en accessibilité tout ce qui a trait au paiement. Mais il n'y a rien qui est dit pour l'instant sur est-ce que la formation qui est vendue, elle doit être rendue accessible. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre entité et de la loi à laquelle vous êtes soumise et de ce que entend la répression des fraudes sur commerce électronique exactement. Parce que tout ça, on n'a pas ces détails-là. Donc, c'est encore flou. C'est dans un mois, mais c'est encore un peu flou. merci. On va Même passer au si je vous premier. invite à rendre vos formations accessibles, il n'y a aucun là-dessus, sans aucun nombre d'un doute. Mais voilà, pour tous les détails de l'application du 28 juin, malheureusement, il y a beaucoup de zones d'ombre. Merci. Donc, du coup, ça fait une belle transition avec ce que va nous présenter Catherine. Comment peut-on rendre ces formations accessibles? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Catherine Mougin, je suis présidente de 3 Innovations, une agence digital learning, une petite agence par rapport à Alan. Et je suis chercheur associée à Paris-Nanterre et moi, je travaille sur les innovations pédagogiques et le fil conducteur dans notre structure, vraiment le point on s'y attache beaucoup, c'est le handicap et l'accessibilité numérique dans tout ce qu'on met en œuvre en termes de formation, que ce soit outils comme contenu. Et c'est pour ça que je vais vous présenter. Hop, alors là, ça va trop vite. Tac, hop. Pardon. Je vais vous présenter la mise en œuvre dans la formation. Donc moi, je vais sortir du cadre réglementaire. Je vais sortir du côté un petit peu obligation légale pour éviter une sanction, mais plutôt je me mets à la place de l'apprenant qui va accéder à vos formations et peut-être que lui, il aura juste envie de pouvoir y accéder tout simplement. Je fais un parallèle sur l'accessibilité numérique avec le bâtiment parce que c'est toujours plus parlant. Donc moi, je pars du site internet. Là, on récupère vos informations sur vos formations ou l'application mobile pour ceux qui en ont. Et moi, je considère que c'est un peu les portes d'entrée en formation, donc les portes d'entrée dans le bâtiment. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une première étape sur laquelle il faut être accessible dans le sens où il faut qu'une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, puisse avoir des informations vous concernant. Et si elles ne l'ont pas, bah, elles iront voir ailleurs dans un autre OF, hein. Et l'idée aujourd'hui, c'est un peu, je vais faire un parallèle aussi avec les banques. Les banques, elles se sont mises en conformité justement pour pouvoir récupérer des clients. Donc là, c'est aussi à vous, en termes de business, de réfléchir à cette question-là en disant, bah, c'est potentiellement aussi des apprenants et du coup, entre guillemets, des gens qui vont payer vos formations. La suite, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui est LMS et les plugins, parce que le LMS, c'est une chose, mais il y a tout ce qui va dans le LMS. Et on va dire que ça, pour moi, c'est un peu le bâtiment. C'est comment je fais pour rentrer dans ce bâtiment-là. Et pour ça, il faut faire en sorte qu'il soit accessible. Alors, effectivement, les fournisseurs d'outils n'ont pas cette obligation légale puisqu'ils ne sont pas en direct avec les consommateurs, mais ils sont en B2B. Et du coup, eux, en fonction de leur appétence sur l'accessibilité ou leurs compétences aussi pour développer en accessibilité, ils le font plus ou moins. Donc pareil, je vous renvoie sur le guide des NOAA, sur les LMS, où il y a cette partie-là qui évolue, hein. Donc n'hésitez pas aussi à poser la question à vos fournisseurs pour savoir s'ils ont fait un travail sur l'accessibilité ou pas, et sur les plugins à l'intérieur. Certains plugins peuvent être accessibles, d'autres non, puis après, à voir dans l'usage comment vous pouvez les utiliser ou pas.
Et la dernière étape qui, pour moi, est finalement la plus importante et qui concerne tous, et là où en tout cas vous avez la main, c'est les contenus. Les contenus de formation, tout ce qui est activité ressources pédagogiques, ça, c'est à vous de faire en sorte que ça y soit. Et il n'y a pas de... Alors, la classe virtuelle, plus ou moins, parce que vous avez souvent un fournisseur d'outils aussi, mais tout le reste, c'est des choses que vous faites concrètement vous-même. Donc, tout ce qui est Word, PDF, les scores, bien sûr, tout ce qui est vidéo, les pages web, etc. Et les quiz, tout le système d'évaluation que vous mettez en place. Et c'est là-dessus que moi, je vais donner quelques astuces qui vont vous coûter juste un tout petit peu de temps, juste réfléchir un petit peu, mais qui ne demandent pas du tout d'outils et qui vont vous permettre déjà d'améliorer votre accessibilité pour tout à chacun. Parce que je considère que l'accessibilité, c'est valable pour tous. Donc ça, moi, je considère que c'est les équipements dans le bâtiment. Voilà, pour le petit parallèle bâtiment. Donc, par exemple, dans la rédaction des contenus, ce que je vois très régulièrement en formation ou chez les formateurs, c'est tout en majuscule, au moins les titres, voire les contenus très en majuscule. Et quand ils sont en majuscule, souvent on oublie les accents. Pour une raison souvent très bête, c'est qu'on ne sait pas comment, en tout cas sur les PC, on ne sait pas comment faire les accents avec le clavier, ce qui va être différent sur Apple, où là, c'est beaucoup plus simple. Donc, si je lis ces trois mots-là, le premier, il grignote des biscuits sales, bah, c'est quand même un peu différent que nous grignoter des biscuits salés. C'est un peu plus appétissant qu'ils soient salés que sales. Et du coup, ça n'a pas la même signification. Et c'est ça qui fait que c'est important. C'est qu'on peut pas mettre, on peut pas se dire, bah, je mets pas les accents et puis c'est pas grave parce qu'on va deviner le reste. Un lecteur d'écran, lui, il va lire et il grignote des biscuits sales. Donc, il va pas comprendre la même chose que salé. Pareil pour le deuxième, il est interne, hein, c'est différent il est interné. On n'est pas du tout sur la même vision des choses quand même à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que c'est un peu risible comme ça. Et c'est pour ça que je vous le montre à l'écran. Et le troisième, il est juge. Bah, il est juge ou il est jugé. On n'est pas du même côté de la barre au tribunal, hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir à chaque fois les accents majuscules sur les accents sur les majuscules. Alors vous allez me dire comment on fait ça? Bah, en fait, hop, il y a des choses. euh, voilà, il y a des choses assez simples. On a des systèmes de code avec nos claviers qui nous permettent de le faire. Donc moi, on vous donne les slides, alors vous inquiétez pas, vous faites une capture d'écran. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah, à chaque fois que je dois mettre une majuscule, et ne serait-ce que sur le A accent, hein, quand on dit à bientôt à quelqu'un, bah, c'est quand même bien de le rajouter. C'est de l'écriture standard. Alors, c'est pas l'écriture de Gutenberg, hein. Si il y a des instituts autour de vous, ils vous diront qu'à la base d'écriture, il n'y a pas d'accent sur les lettres majuscules. C'est normal, c'est qu'au début de l'imprimerie, il n'y avait pas encore d'accent. C'est pour ça qu'il y en a. Ça s'explique par l'histoire, mais aujourd'hui, pour des raisons d'accessibilité, mais au-delà de ça, c'est quand même beaucoup plus facile à lire et ça évite de toute confusion de langage, autant les mettre, parce qu'on a la possibilité avec le numérique de le faire, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la presse, début de l'imprimerie. Le deuxième élément, c'est tout écrire en majuscule. Je vous laisse lire le texte et vous allez me dire si c'est si simple que ça de lire un texte tout en majuscule. Alors là, c'est trois lignes, on va dire, trois petites lignes. Quand on a des paragraphes entiers en majuscule, ben, c'est juste, en termes cognitifs, c'est juste très compliqué pour nous. Notre cerveau a beaucoup plus de difficultés à lire, et quel que soit le cerveau. Et là, je ne parle même pas de situation de handicap ou pas, hein, c'est beaucoup plus lourd, dur à lire pour notre cerveau en majuscule qu'en minuscule. Donc, je vous invite à écrire plutôt en minuscule et à mettre juste des mots-clés en majuscule, et mais pas complètement des phrases. Un mot-clé, une expression, ça suffit. Hop, le troisième point, c'est aligner le texte à gauche. Donc nous, sur ce qu'on appelle les normes APA, les normes réglementaires d'écriture, on va justifier notre texte. Donc ce qui va donner ça. Sauf qu'une personne dyslexique, l'espace qu'il y a est juste énorme, mais j'ai envie de dire, même pour tout à chacun, je pense que vous trouvez ça tous bizarre d'avoir un trou comme ça dans le texte. Il faut mieux privilégier ça. Donc la partie de droite où on va aligner à gauche. Malheureusement, en fonction des documents que vous faites, ça ne sera pas toujours le cas. Par exemple, quand on rédige une thèse, moi j'ai demandé à avoir l'écriture alignée à gauche pour des raisons d'accessibilité, on a refusé puisque les normes APA, c'est tout en justifié. Voilà, donc on n'a pas voulu que je l'écrive comme ça, malheureusement. Donc ma thèse en ligne, elle est justifiée. Ma thèse dans mon ordinateur, quand je le donne aux gens, elle est alignée à gauche, par exemple. Donc ça, pareil, faites très attention à ça parce que c'est très compliqué à lire et c'est valable pour tous les cerveaux aussi, hein. Un autre point par rapport aux abréviations aussi, où on est très très fort pour ça. Donc pareil, je vous invite à lire la petite phrase. La MDPH vous invite à la CDAPH pour votre enfant atteint d'une TDAH. Et connaissez-vous la MDPH? Bah, alors, c'est du jargon lié au handicap, hein, mais c'est toujours bien plus compliqué à comprendre quand on n'est pas du métier, et même quand on est parfois.
Et du coup, la règle normalement d'écriture, c'est qu'on met le texte en entier, on met entre parenthèses la première fois qu'on cite le sigle ou l'abréviation ou l'acronyme, et ça donne ça en résultat final. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus long à écrire, certes, mais c'est beaucoup plus compréhensible par tous. Alors, personnes en situation de handicap, personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là, hein, pour une question de langage, de sémantique, et personnes d'origine étrangère, ça marche aussi très bien. Et on est vraiment les champions du monde de l'acronyme et à moitié de l'anglicisme quand on est boss dans les startups. Donc, il faut faire un peu les choix et des fois, juste bien écrire et parler français, c'est pas mal aussi. Autre élément, c'est tout ce qui est symbole. Donc, quand on est sur les formations e-learning, on utilise beaucoup de pictogrammes, de symboles. C'est le but, hein, d'être plus dans le visuel. Mais si on n'utilise que des pictos un peu ambigus dans la compréhension, dans l'usage, ça peut être un peu difficile à comprendre. Donc, l'objectif, c'est d'écrire derrière, en dessous, quelque part en tout cas, ce que ça signifie. Si c'est des symboles simples, beaucoup plus faciles à comprendre pour tous, on peut se permettre parfois de l'éviter, comme si je prends le symbole du Wi-Fi, ça aujourd'hui c'est quelque chose de plus courant. Sinon, bah, vous faites la première fois en expliquant ce que ça veut dire, puis après vous enlevez le texte. Mais idéalement, il faut quand même mettre un petit texte explicatif sur chaque pictogramme que vous utilisez. Au niveau des contrastes de couleurs, donc là, alors c'est un petit clin d'œil pour 1001 parcours. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Donc, ils m'ont demandé d'intervenir sur l'accessibilité. Ils m'ont fait voilà, un petit encart pour faire la communication sur les réseaux. Et ils ont écrit en noir sur fond gris l'accessibilité numérique en formation. Et là, le premier tour que j'ai fait, je dis, bah, c'est bien, sauf qu'on parle d'accessibilité numérique et il n'y a pas de contraste. Donc, moi, j'ai même moi-même du mal à lire. Donc, peut-être qu'il faudrait plus passer ça en blanc. Donc, ils l'ont passé en blanc et depuis, tout est blanc. Justement, ils font très attention à l'accessibilité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pareil, dans vos visuels, faites attention au contraste de couleurs quand vous faites des contenus de formation, que ça soit en présentiel sur les PowerPoint, tout simplement sur les PowerPoint, hein. Moi, j'en vois des tonnes des PowerPoint jaunes, écrits en vert clair. Voilà, et c'est toujours assez compliqué à lire. Donc, faites très attention au contraste. Alors, ça, c'est valable pour tout le monde aussi. Surtout quand on projette à l'écran, c'est juste horrible. Et pour ça, vous avez des petits outils pour vous aider pour calculer le contraste de couleur pour être accessible. Et en général, à l'œil, on voit déjà si c'est plus visible, lisible, comme ça à l'œil nu, hein. Il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin non plus, hein. Faut être logique un petit peu dans tout ça. Le dernier, quand vous avez des images informatives et non pas décoratives, hein, juste informatives, vous avez besoin de donner les informations, il est important de mettre un texte qui explique ce que représente l'image. Donc là, on pourrait mettre logo EdTech France, logo d'Enoa, logo de la Handitech, etc. Je fais un petit rappel sur les logiciels. Si vous utilisez par exemple Storyline, si vous faites du SCORM, automatiquement, le nom du fichier le texte de remplacement qui va être mis automatiquement va être le nom du fichier. Alors, si votre nom de fichier est un code IMG 4254, par exemple, ça sera ça le texte de remplacement. Donc, ça ne voudra rien dire du tout. Donc, faites attention à bien corriger quand vous êtes sur la bibliothèque de médias et indiquer vraiment logo EdTech, logo Enoa en fonction de ce que vous avez comme image. Sinon, ça ne sera pas plus lisible pour les lecteurs d'écran et même pour tout à chacun. Si vous passez la souris dessus, bah, en fait, on va avoir IMG ou n'importe quel nom barbare de fichier. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Si c'est du texte décoratif, si c'est une petite fleur juste pour faire joli dans votre slide, à ce moment-là, bah, vous cochez la petite case, c'est du décoratif, pas besoin que le lecteur d'écran il passe dessus parce qu'il n'informera pas la personne de quelque chose d'important. Si juste mettre une petite fleur, ça ne sert pas à grand-chose pour lui. Voilà, grosso modo, sur des choses simples qui peuvent paraître très évidentes, puis qui malheureusement, moi, je vois beaucoup dans les formateurs, dans les OF, c'est pas toujours le cas, et des fois, c'est des petits rappels, hein, voilà, à avoir. Et pour conclure tout ça, l'idée, c'est vraiment l'idée de la pédagogie inclusive, au-delà des contenus du LMS, du site Internet, c'est vraiment prendre conscience des besoins et des difficultés individuelles de chacun. Un besoin, il est toujours spécifique par défaut. On parle des gens qui ont des besoins spécifiques, mais tout à chacun un besoin spécifique parce qu'on est tous différents les uns des autres. Moi, je parle de besoins individuels ou de difficultés individuelles en fonction d'eux. Choisir des outils, alors facilitants, ça veut dire des outils qui sont pas trop barbares et pas des usines à gaz pour travailler avec, en tout cas pour celui qui va avoir accès
et pas celui qui est en backup, hein. Si c'est vous qui travaillez, par exemple, je pensais à l'exemple de Moodle, il est loin d'être facilitant en tant qu'administrateur, mais il est parfois, si on l'est bien paramétré, il peut l'être pour un apprenant. Il faut que ça soit vraiment compréhensif partout, ça veut dire que ça soit fluide, donc ce qu'on appelle expérience UX UI le mieux fait possible. Et quand vous créez des parcours sur des formations distancielles ou hybrides, essayez d'adapter les contenus des parcours aux besoins de chacun. C'est ça aussi la pédagogie. C'est finalement une formation, elle ne doit pas être la même pour la personne A que la personne B. Elle doit être adaptée aux besoins, aux difficultés ou aux capacités des uns et des autres. Quant à la conception des contenus, l'idée, c'est aussi de savoir un petit peu qui on a en face de nous. Donc, si on a des personnes, par exemple, sourdes qui utilisent la langue des signes en langue première, l'idée, c'est d'utiliser la langue des signes dans vos contenus de formation. Alors, vous allez me dire, oui, ça coûte cher, c'est pas faux, c'est pas donné. Après, je pense que si vous avez une personne sourde qui utilise la langue des signes, pourquoi pas aller en chercher d'autres pour que votre traduction en langue des signes soit amorti en fonction du nombre de personnes. Mais en tout cas, pour elle, si vous ne mettez pas la langue des signes, votre texte, il a beau être très bien écrit avec les accents où il faut tout ce que je vous ai dit ne sert pas à grand-chose jusqu'alors, puisque la majorité des personnes sourdes sont illettrées. 80% d'entre elles sont illettrées et leur langue première reste la langue des signes. Deuxième élément, on va dire en termes d'ergo-cognitif, c'est tout ce qui est picto-iconographie. Ça marche toujours mieux que des grands textes, hein. Le pictogramme est toujours mieux compris par la majorité des gens. Donc n'hésitez pas à jouer sur des pictos, sur l'iconographie, sur du visuel pour expliquer le contenu de vos formations. Et quand vous pouvez, le FALC, facile à lire et à comprendre, mais pour ça, il y a tout un petit protocole, hein. On ne fait pas du FALC comme ça parce qu'on décide de faire du FALC du jour au lendemain. Voilà, c'est autre chose. En tout cas, à minima, moi, ce que je conseille, c'est le français simplifié. Ça veut dire des phrases courtes, simples, sujet, verbe, complément, comme on apprend en primaire. Et des fois, ça marche très, très bien pour tout le monde. Voilà, pour des cerveaux, pour tous les cerveaux. Donc, faut vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire simple, mesuré. Et plus vous ferez ça, et plus ça sera facile pour tout à chacun, quel que soit le niveau de la personne. Et que ce soit le niveau de français aussi de la personne. Et pour le dernier point, c'est une communication adaptée dans le cadre de l'accompagnement. Ça veut dire que tout ça, c'est bien, mais si vous n'accompagnez pas avec une communication adaptée la personne, quelle qu'elle soit aussi, mais davantage les personnes en situation de handicap, ça sera compliqué. Vous pouvez tout mettre en place, mais le plus important dans tout ça, et même si on est à distance, c'est quand même la relation humaine. Donc, essayez d'avoir une approche adaptée dans votre communication orale pour les fous ou en langue des signes pour les sourds, lorsque vous apportez à vos apprenants du soutien pédagogique, psychologique, administratif et technique, on va dire. Voilà, grosso modo, pour ma part. Merci Catherine. Je crois que c'est limpide, il n'y a pas trop de questions. Il y en a une que j'ai notée, on la posera à la fin. On va passer la main tout de suite à Ouais, Alan pour ne pas perdre de temps. Merci beaucoup, Catherine. Vous m'entendez? J'ai bien activé mon micro, on est d'accord? c'est bon. Ok, super. Merci beaucoup, Catherine. Ça va me permettre d'enchaîner. Alors, je me présente, je m'appelle Alan Drabzinski. Je suis chef de projet Digital Learning au sein d'Online Format Pro. Nous, on a le statut de éditeur de plateforme LMS, éditeur de contenu de formation. Ça fait 25, en fait, on a 25 ans d'expertise dans la conception de contenu pédagogique et d'édition de plateforme LMS. En totalité, Online Format Pro, ça représente à peu près 22 millions d'apprenants. Donc, on est sur un périmètre très élargi avec une typologie j'ai envie de dire, de public très élargi finalement. Donc, on a 3500 clients, même à l'international. On est distribué dans 14 pays et on est dans le cas où on répond à des appels d'offres dans le domaine public. Donc, on a le retour terrain, si je peux dire, de la production justement de contenu digital learning pour des grands groupes publics type l'ANSSI, le SGDSN, France Éducation Internationale, voilà. Tous ces acteurs comme la CNIL ou la Banque de France qui ont des exigences d'accessibilité, ce qui est normal, mais qui les ont eues depuis 2005 et bien avant. En fait, on s'est calqué sur ces exigences très tôt, ce qui nous permet aujourd'hui de faire un retour terrain et de prendre en compte en fait à la fois ce type de public, sans oublier les gens qui viennent également en formation. En parallèle de ça,
on est prestataire de certaines prestations d'insertion, type AGFIP, pour des prestations d'inclus pro, où je pense à des publics éloignés du numérique, par exemple dans les prestations du DAC, des dispositifs en amont de la qualification. C'est des publics qu'il faut prendre en compte et au-delà, j'ai envie de dire, la réglementation est très importante, surtout quand on s'adresse à ce genre d'acteurs, mais il y a aussi les personnes, si vous voulez, qui viennent en formation chez vous, qui utilisent vos contenus, vos technologies, vos modules de formation, à qui il faut penser au-delà même de la réglementation pour leur faciliter la vie. Et on est dans une démarche d'inclusion. Donc, moi, mon retour terrain va également se porter sur, par définition, le terrain et l'utilisation concrète des outils et des gens sur le terrain. L'étude de cas que je vous propose, c'est qu'en fait, en tant qu'éditeur de contenu digital learning, comme je vous ai dit, les exigences sont de plus en plus fortes dans les appels d'offres, avec pour mot d'ordre tout ce qui est perception des informations, l'utilisabilité de l'outil, la compréhension et la robustesse. Il n'y a plus aujourd'hui d'appels d'offres, en tout cas dans ce domaine-là, public, qui n'ont pas ces exigences-là. Donc, ça nous a demandé une mise en conformité totale de nos plateformes et de nos contenus de formation à destination de ce public-là. Et on a eu des vrais défis, des vraies choses à mettre en conformité extrêmement rapidement. Typiquement, pour l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, on devait faire des modules de formation pour la sensibilisation à la cybersécurité, et ça concerne 400 000 inscrits sur ces fameux modules. Donc, on a commencé les productions. Ça représente à peu près une 50aine de modules e-learning et le double en vidéo, filmé, hein, un acteur qui est filmé, etc. Et lorsqu'on a dévoilé le produit, on a eu un audit d'accessibilité et de sécurité de la part de ces agences, de ces agences publiques d'audit, pour mettre en conformité le contenu. Je dis ça pourquoi ? C'est parce que quand vous avez l'obligation, par exemple, en fait, ce que je vous montre là, c'est les retours d'audit les plus importants et ceux qu'on a corrigés le plus vite. L'idée que j'ai, c'est de vous apporter des outils pour un peu faire la même chose. Typiquement, dans les critères qui ont été pris en compte, on a eu l'obligation de sous-titrer l'intégralité des vidéos de la plateforme, synchroniser les sous-titres et sous-titrer toutes les vidéos. Quand vous avez une masse importante de vidéos ou de contenu pédagogique que vous avez en interne, que vous avez produit et qui a maintenant à retravailler l'ensemble de vos documents, il existe des outils pour sous-titrer l'intégralité de vos vidéos à moindre coût. Et c'est un peu l'objectif de ma présentation finalement, c'est de vous donner des pistes et des clés pour pas vous mettre en conformité totalement, bien sûr, mais en tout cas de faire un pas supplémentaire vers cette démarche. On a eu également tous les textes alternatifs de tous les médias, de toutes nos plateformes et nos contenus de formation. Alors, qu'on se rende compte, en fait, notre catalogue de formation, il fait à peu près 7000, à l'époque 6000 heures de contenu digital learning. Alors, imaginez-vous, même avec une grosse structure, c'est un énorme travail de se remettre en conformité, même quand on a les équipes techniques. Un texte alternatif, Christelle, c'est lorsque vous mettez un média ou une image sur un site web ou une plateforme, c'est un texte qui va accompagner cette image pour que les personnes déficientes visuelles qui utilisent des outils d'accessibilité puissent lire le texte s'ils ne peuvent pas voir l'image. C'est très important. Je vous en prie. Alors, quels sont les outils pour la génération de sous-titres automatiques ? J'y viens très vite, mais avant ça, je vous donne quelque chose qui est préconisé par l'ensemble des acteurs, qui est le design system de l'État français. C'est-à-dire que vous pouvez taper sur Google le DSFR, qui est un ensemble de composants graphiques, de couleurs, de typographie, qui sont étudiés pour l'accessibilité, qui sont open source, que vous pouvez utiliser dans vos présentations pour, alors encore une fois, satisfaire un certain nombre de critères et pas l'ensemble. Rappelez-vous bien que là, ce que je vous donne comme outil et piste, c'est pour satisfaire quelques points des critères et pour être totalement en conformité,
il faut là voilà, faire un travail d'expertise beaucoup plus approfondi. Et c'était important pour moi de parler de l'intelligence artificielle, puisque là, pour le coup, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider dans cette mise en conformité, ou en tout cas satisfaire quelques critères, et tout simplement aider les gens qui viennent se former directement sur vos modules, sur vos plateformes, ou ça peut être aussi sur vos sites de e-commerce, si vous vendez des formations en ligne. J'ai recensé une quinzaine d'outils que vous pouvez utiliser à votre guise, en tout cas les bookmarker, les mettre en favori, les réutiliser pour plus tard. Et c'est un listing d'outils très différents. Alors, il y a des outils pour sous-titrer vos vidéos, si vous en avez déjà qui sont non sous-titrés. Vous avez des outils pour générer, comme disait Catherine, en fait, qui nous montrait le FALC, donc la simplification des textes. Vous avez des générateurs qui vous simplifient directement, en fait, les textes que vous avez sur votre site ou sur vos modules e-learning. Vous avez également la possibilité de générer tous ces textes alternatifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez des outils qui auditent vos contenus, parce qu'avant de prendre des décisions pour améliorer ce que vous avez déjà, il vous faut également un outil qui va vous dire où sont les erreurs, en tout cas les grosses erreurs que vous pouvez corriger. C'est le cas, par exemple, d'audit d'accessibilité Google Lighthouse. C'est très simple, c'est gratuit, et vous pouvez voir un aperçu de où vous vous situez dans cette conformité. Alors, il y a Lighthouse, il y a Wave, il y a des plugins d'inclusion numérique également. On a UserWay, qui sont des surcouches qui vont améliorer l'accessibilité pour les personnes qui vont utiliser vos contenus. Et on a aussi Voilà, j'ai remis le DSFR, hein, le Design System de l'État. Et j'aimerais faire un focus sur qu'est-ce que ces outils peuvent apporter au quotidien. Typiquement, avant d'introduire cette slide, je vous parlais des prestations d'accompagnement AGFIP. Donc, on a des personnes qui viennent de notre organisme de formation pour se former, pour apprendre, mais pas que. Online Format Pro, ça représente à peu près 5000 apprenants par an, tout confondu. Donc, il y a des personnes qui viennent en reconversion professionnelle pour être graphiste, développeur. Il y en a qui viennent pour de l'insertion professionnelle. Et vous vous rendez bien compte qu'avec ce grand écart de clients dont je vous parle depuis tout à l'heure, ou en tout cas d'apprenants, il faut satisfaire tout le monde. Et il faut que tout le monde puisse accéder à des outils qui leur permettent de concrétiser finalement leurs rêves, leurs aspirations et leur envie de se reconvertir, etc., etc. Le retour terrain qu'on a, c'est qu'on a utilisé par exemple le plugin UserWay. UserWay va vous permettre en fait de laisser la main littéralement à l'apprenant pour régler son interface d'apprentissage comme bon lui semble. C'est-à-dire augmenter la typographie s'il a des difficultés à lire, améliorer le contraste, augmenter les espacements entre les lettres, avoir aussi différents types de navigation. Si mon menu est de telle manière, UserWay va vous reproposer un menu, ce coup-là, plus hiérarchique, dans lequel vos apprenants vont pouvoir naviguer différemment. L'alignement des textes également, c'est l'apprenant qui peut le gérer. Et pour vous illustrer tout ça, c'est que, par exemple, là, vous avez un site qui utilise ce plugin. Vous pouvez, par exemple, cliquer sur le profil TDAH qui va vous faire des focus sur les sites que vous utilisez. Alors, effectivement, ce site, ce plugin UserWay, ne vous rend pas en conformité. Ne vous rend pas en conformité. Par contre, est-ce qu'il peut aider l'accessibilité des personnes qui sont sur le terrain? Nous, on le voit en fait tous les jours, c'est-à-dire que des personnes qui sont déficientes visuellement à un certain pourcentage et qui, j'ai envie de dire, n'utilisent pas ou ne connaissent pas les outils d'accessibilité qui sont inhérentes au navigateur web ou au système d'exploitation de la machine, parce qu'ils sont parfois compliqués ou qu'ils n'ont pas été formés, peuvent utiliser ce genre de petit outil très facilement
pour les aider à lire et à comprendre ce qu'il y a sur leur écran. Autre exemple, par exemple, pour l'amélioration du contraste intelligent, je vous en parlais tout à l'heure, et ce qui est très important, c'est que le rendre accessible ou non, par exemple, on a notre technicien d'assistance informatique chez Online Format Pro qui gère tous les postes en fait, d'Online Format Pro, hein, qui les reformate, qui les donne aux stagiaires, est aveugle à 100%. À 100%. Il n'utilise que les outils d'accessibilité des OS et des navigateurs. L'idée étant que cette personne-là ne va pas utiliser UserWay, puisque lui a besoin d'une conformité en règle dans la programmation des sites web et des modules de formation qui sont faits par des experts et des audits, j'ai envie de dire, qualifiés et renommés. Par contre, on a des petites personnes qui ont besoin de ce genre de béquilles pour l'utilisation des modules e-learning. Et je vais finir, conclure en tout cas, qu'il est extrêmement important de se mettre à jour très rapidement parce que les interfaces qu'on utilise aujourd'hui ne seront probablement pas les interfaces qu'on utilisera demain. La semaine dernière, il y a eu une annonce extrêmement importante de Johnny Ive, qui est le concepteur des interfaces homme-machine de Apple, hein, qui était chez Apple depuis 30 ans, qui a conçu l'iPhone, qui a conçu l'Apple Watch, qui a conçu le MacBook, qui s'allie à Sam Altman d'OpenAI pour créer un nouveau type de dispositif. Un nouveau type de dispositif qui n'auront pas d'écran. Un dispositif qui, selon eux, serait capable de scanner l'intégralité de la pièce où on se trouve pour donner des éléments de contexte aux personnes. C'est, je pense, une anecdote extrêmement importante dans, j'ai envie de dire, la création de nouveaux dispositifs. Et ces dispositifs vont avoir aussi des normes d'accessibilité, ou en tout cas s'ouvrir un maximum pour rester à jour le plus possible en fonction des évolutions de tous les jours. Merci Alan. Je Merci vais à vous. prendre une première question qui est arrivée il y a quelques minutes là, mais qui était par rapport à ton premier cas d'usage là sur, je crois que c'est un book d'ailleurs en fait, le produit là qui a été utilisé par plus de 400 000 personnes. C'est combien de temps ça peut prendre et combien de personnes en ETP? Enfin, c'est peut-être difficile pour toi d'y répondre comme ça, mais finalement, un produit qui sort, qui est tout prêt à mettre en ligne, on le remet en conformité, c'est grosso modo, c'est comme quel délai en moyenne ou quel temps, pourcentage de temps complémentaire pour le rendre un peu plus accessible. Pour un projet de cette envergure, Par exemple, puisque du coup, c'est celui-ci que tu as présenté. en ETP, alors nous, on est une équipe technique d'à peu près 50 personnes, 60 personnes, techniciens, pour le rendre accessible. Avec les outils qu'on vous a montrés, c'est à peu près une semaine de travail. Une semaine et demie. Et parce qu'on a les outils. Et du coup, pour prolonger, enfin, je pose une question complémentaire. En fait, comment éventuellement on peut anticiper ou réduire cela en, comment dire, en formant ou en sensibilisant tous les concepteurs, tous les médiatiseurs en amont de la réalisation d'un tel produit, en fait? Parce que C'est, bon, vous ne c'est, l'avez pas du tout abordé ni l'un ni l'autre, je crois. Enfin, si, un petit peu Catherine, mais c'est effectivement très important. Alors là, on touche à l'acculturation des équipes techniques à des bonnes pratiques. Nous, on a pris ce parti depuis assez longtemps parce qu'on a été confronté à ça très tôt. Mais c'est extrêmement important que les équipes soient, même si, en fait, l'idée, c'est pas de faire tout bien, c'est pas d'être à 100% tout le temps, mais en tout cas d'avoir des mécanismes et des automatismes dans les conceptions qui soient accessibilité friendly au maximum. Ça vous économise, entre guillemets, beaucoup de temps de développement quand vous avez une mise en conformité à faire après, quoi.
Peut-être pour répondre sur les contenus, alors effectivement, par exemple, alors, j'ai parlé de Storyline, ce que j'utilise le plus, que je connais le mieux. Effectivement, il y a une grosse partie sur Storyline d'accessibilité, mais il faut savoir les paramétrer. Ça veut dire que de base, si on ne sait pas faire, ça ne va pas être accessible comme ça par une baguette magique. Donc, il y a il y a des astuces à avoir quand on crée un SCORM, par exemple. Et ça, nous, on anime des formations, donc c'est mon associé qui s'en occupe, hein, justement sur l'accessibilité de Storyline, ce qui n'est pas le cas de Rise, par exemple. Quand on me demande pour Rise, je dis non, c'est déjà différent, on a moins la main dessus. Sur Storyline, on peut. Sur Moodle, parce qu'il y a la question de Moodle, effectivement, sur Moodle, alors de base, si on l'installe tel quel, oui, même s'il y a quelques plugins qui ne sont pas accessibles, mais souvent, c'est ce qu'on en fait de Moodle qui pose problème. Si on met un thème pas accessible, on s'arrête là, en fait, hein. À partir du moment où le thème n'est pas accessible, et déjà sur la page de connexion, on n'arrive pas à y rentrer avec un lecteur d'écran ou avec la tabulation, voilà, c'est vite vu. Donc après, il faut faire attention au thème qu'on va installer, aux plugins qu'on va installer, au format de cours qu'on va installer. Après, dans les choses à savoir et qui ne pourront jamais être accessibles, mais pareil, l'accessibilité, c'est pas, faut l'avoir en tête, mais il ne faut pas pour autant enlever la pédagogie, l'intérêt pédagogique. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut faire du drag and drop, ce qui est très bien de faire du drag and drop en formation en termes pédagogiques, pour les personnes en situation de handicap, on va faire une alternative, c'est-à-dire que moi, je crée une autre question pour ces personnes-là et je fais en sorte voilà, il y ait une ou plusieurs questions pour que ça soit adapté, en fait. Je ne vais pas enlever tous les drag and drop de mes contenus de formation parce que ce n'est pas accessible, c'est que je fais une alternative. Et comme ça, le niveau de connaissance est le même, le niveau de formation est le même. Voilà, c'est comme ça que je travaille, moi, à chaque fois. Donc, c'est plutôt avoir ça en tête et pareil, au-delà du côté réglementaire, parce que c'est une bonne chose et c'est très bien qu'il y ait cette réglementation. Il faut penser aux gens qui sont derrière, c'est surtout ça. Si vous Mm. voulez avoir des personnes en situation de handicap dans vos formations, voilà. Si vous voulez pas en avoir, vous faites en sorte que ça soit pas accessible et ça va être vite vu. Mais encore que, parce que voilà, c'est une question de justice sociale et d'équité plus qu'autre chose, en fait, derrière. Et moi, je trouve que c'est. En plus, les personnes en situation de handicap sont des personnes qui vont être plus sur du distanciel. C'est plus facile, en fait. Donc, autant faire en sorte que on le fasse, puisque les outils nous le permettent, dans la limite, voilà, dans la limite technique. Moi, il y a quelques fois où c'est limité techniquement, c'est pas grave, je trouve une autre solution. Il faut être un peu ingénieux, quoi, on va dire, hein. Docteur Gadget. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais prendre une dernière question, peut-être en prenant un peu plus de hauteur là, du coup. Euh, il y a Maureen là, qui nous dit finalement, si on n'est pas conforme, est-ce c'est pertinent de publier une déclaration de non-conformité en attendant d'avoir le budget pour faire un audit? C'est en grosso modo, du coup, est-ce qu'on a le droit d'afficher une page non conforme si on n'a pas fait d'audit ou pas? Ou est-ce qu'une page non conforme, c'est forcément hyper précis avec des pourcentages, etc.? Il faut afficher son état de conformité, avec ou sans audit, il faut l'afficher. Donc, s'il n'y a pas de travaux réalisés, il faut le dire. On n'est pas conforme en l'absence d'évaluation et informer des délais ou des plannings qui sont prévus pour l'évaluation et la mise en conformité. C'est important, hein. D'ailleurs, la transposition de la directive de 2025, elle demande à ce que les entités, dès elles se savent être en infraction, elles se manifestent d'elles-mêmes auprès des autorités de contrôle pour dire on n'est pas conforme. Et c'est aussi le but de la déclaration d'accessibilité, c'est d'informer les autorités de contrôle et les usagers de l'état. Donc même s'il n'y a pas d'audit, en l'absence d'audit, on considère qu'on n'est pas conforme. Et donc oui, il faut le dire, il faut le publier. Ça reste pertinent pour l'information à l'usager. Merci. Il nous reste une minute. Si vous aviez un mot de conclusion à dire tous les trois, qu'est-ce que vous diriez comme en Un petit synthèse? effort de chacun et puis on y arrivera, quoi. Il faut que ça soit dans les deux sens. C'est toujours les personnes en situation de handicap qui s'adaptent à notre monde. Donc à un moment donné, il faut juste transférer, basculer dans l'autre sens et se dire qu'est-ce que je ferais pour que ça soit plus facile pour eux. Et quand c'est plus facile pour eux, c'est toujours plus facile pour nous. C'est ça la règle, en fait. Cognitivement, ça marche toujours mieux pour nous, hein. Donc tant qu'à faire, Oui, ben, puis tant pis. je pense que les personnes avec certaines déficiences ont été oubliées très longtemps. Et en fait, je suis très content de vivre dans une époque où on inverse la tendance clairement, et que c'est une exigence forte qu'on doit tous appliquer. Et si on fait de la formation, en tout cas, c'est que, entre guillemets, on est proche des gens. Et si on est proche des gens, il faut inclure tout le monde ou on inclut personne. Donc ouais, c'est un bel effort technique, qu'il faut une expertise, mais pour le mieux, pour inclure tout le monde. Oui, oui, c'est, euh, je suis content de vivre cette époque-là, en tout cas.
Ok, Audrey. Audrey? Moi, je dirais juste, même si vous n'êtes pas soumis à l'obligation réglementaire, faites de l'accessibilité numérique. Oui. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Je pense que ça a suscité un vif intérêt. Peut-être une ou deux annonces pour les semaines ou mois qui viennent. Là, donc, en juin, on va avoir un prochain webinaire qui sera consacré à l'IA, notamment l'utilisation de l'IA pour générer des évaluations, faire des évaluations. Et puis, on vous redit, mais on vous redira plusieurs fois, en fait, n'oubliez pas que nous avons nos rencontres, les 30 ans des NOAA, là, qui vont se dérouler le 6 et le 7 novembre. Donc, ce sera à Angers, si vous voulez venir nous voir dans les châteaux de la Loire. Voilà, on communiquera régulièrement sur le sujet. En attendant, on vous souhaite une belle journée, puis merci pour votre fidélité. À très bientôt. Merci, au Merci, à revoir. bientôt. Au revoir.